from the south. He's coming toward us now. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. I tried. J'essayais de ne plus regarder. Stop myself from looking at it. I had no Mais control je over ne my contrôlais body. plus mon corps. Cette chose m'a submergé. It engulfed me. À cette époque, je savais que le ministère de la Défense surveillait les champs de blé de cette zone. Seul un petit nombre d'ovnis correspond à une activité extraterrestre. Activité extraterrestre, perte de contrôle de son corps, affaires étouffées, tout est réuni pour former une parfaite théorie du complot. La première fois que le monde est devenu hystérique à propos des ovnis fut à la suite des événements du 24 juin 1947. En survolant l'État de Washington, le pilote Kenneth Arnold a croisé 9 objets en forme de soucoupe, tout droit sortis des nuages, et se dirigeant droit sur lui. Dans les journaux locaux, Arnold a expliqué comment ces soucoupes volantes ont zigzagué autour de son avion avant de disparaître dans les airs à une vitesse incroyable. Même si Arnold n'a pas pu identifier ce qu'il a vu, cette rencontre a permis de confirmer qu'il existe des choses inexplicables dans le ciel. Cela fait des siècles que les gens aperçoivent des ovnis. Par exemple, au Moyen Âge, les gens voyaient des choses dans le ciel qu'ils ne pouvaient pas expliquer et qu'ils n'interprétaient pas comme des soucoupes volantes, puisqu'ils ne connaissaient pas l'espace. Au XIVe et XVe siècle, ces choses étaient perçues comme des épées flamboyantes ou des boucliers. Jusqu'en 1947, ces mystérieux objets volants étaient assimilés à des dirigeables, des avions expérimentaux ou à des ballons météo. Mais les soucoupes de Kenneth Arnold ont tout changé. Les autorités internationales ont pris ces histoires d'ovnis très au sérieux, puisque nous étions à l'époque en pleine guerre froide. Les tensions étaient très fortes entre la Russie et le monde occidental, et les autorités considéraient ces objets volants comme des attaques potentielles. De même, en Grande-Bretagne, Winston Churchill se demandait si la menace extraterrestre était bien réelle. Dans une lettre privée, datée de 1952 et destinée à son secrétaire d'État, Churchill s'interrogeait « À quoi correspond toute cette histoire de soucoupe volante? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la vérité ?» Depuis la Seconde Guerre mondiale, le ministère de la Défense dément toute existence d'OVNI. Cependant, l'homologue britannique de l'agent Mulder prétend avoir trouvé la vérité, ou ce qui s'en rapproche le plus. En entrant au ministère de la Défense, j'ai examiné les archives sur les ovnis, et il apparaît clairement que depuis des décennies, des centaines d'ovnis sont répertoriés par le ministère chaque année. En me basant sur mes recherches officielles, je n'ai aucun doute sur le fait qu'un petit nombre des ovnis aperçus peut être associé à une activité extraterrestre. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Des objets ont été repérés dans notre espace aérien, volant à une vitesse incroyable et faisant des manœuvres impossibles à réaliser avec nos appareils. Selon Nick Pope, l'incident de la forêt de Rendlesham il y a 20 ans de cela est la rencontre la plus probable que la Grande-Bretagne ait faite avec des aliens. Bien que les images aient été reconstituées, les voix sont d'origine. Fin décembre 1980, une lumière étrange a été observée dans la forêt de Rendlesham, dans le Suffolk, en Angleterre. Les membres de la base de l'OTAN située à Bentwaters ont pris en chasse cet ovni après qu'il se soit posé dans les arbres. Une patrouille de l'US Air Force est allée enquêter. Le chef de patrouille a vu l'engin métallique se poser. Il y avait des traces dans le sol. Un compteur Geiger leur a permis de mesurer la radioactivité. Les radiations étaient 10 fois supérieures à la normale.
Seul le personnel militaire était au courant de cet incident. Le public n'a été informé qu'en 1983, lorsqu'un ancien garde de la base qui était présent cette nuit-là a tout raconté à la BBC. This thing came down, the red light over it, and sat there maybe 2 seconds. It was just a ball of light in the air, maybe 20 feet off the ground, 30 feet, and it dispersed in a multitude of colors. And they all seemed to fall on top of this thing. And before our eyes, it's almost indescribable, but there was a craft, an alien spacecraft. Des personnes ont vu des lumières dans le ciel, d'autres ont carrément vu un engin atterrir. Je réalise aujourd'hui qu'il s'agit d'un cas absolument extraordinaire. Cet événement est la plus importante preuve d'une explication extraterrestre à ce phénomène ovni. Cependant, le ministère de la Défense a une vision complètement différente. Pour eux, cet incident ne représentait en aucun cas une menace et ne nécessitait pas d'enquête. Mais le ministère ne nous explique pas ce qui s'est passé. Il existe différentes théories qui vont de manœuvres de l'OTAN à d'éventuels intrus martiens. Cela fait 20 ans que l'ufologue Jenny Randles enquête sur le sujet. Elle pense avoir percé le mystère de cette nuit-là. L'incident de la forêt de Rendlesham est très certainement l'enquête la plus complexe de ma carrière. C'est le cas le plus connu en Grande-Bretagne. Après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses expériences secrètes y ont été menées. Pendant les années 70, un système radar super puissant a été expérimenté ici. Il envoyait des faisceaux d'énergie très puissants dans l'espace qui rebondissaient dans l'ionosphère. Malheureusement, on a découvert que ces faisceaux provoquaient des choses étranges dans l'atmosphère qui brillaient à cause des effets plasma des faisceaux. Et ceci causait de graves effets physiologiques sur les personnes s'en approchant de trop près. Il y a de grandes chances qu'une telle expérience ait été en cours au moment de cet incident et que ces personnes se soient retrouvées dans ce champ énergétique. Je suspecte le gouvernement d'avoir voulu étouffer cette affaire pour pouvoir cacher les conséquences gênantes de ce type de recherche. Mais Nick Pope n'est pas de cet avis. Il est persuadé que cet incident n'était pas une expérience militaire et qu'il comporte tous les signes d'un ovni. 2 semaines après cet incident, l'US Air Force a rédigé un rapport pour le ministère britannique de la Défense dans lequel les termes « incident d'OVNI » apparaissaient. Le gouvernement et l'armée ne mentent pas à la population. Pour les autorités, quoi qu'il se soit passé dans la forêt de Rendlesham, cela devait rester secret. We were threatened by the government agencies. They were not military people. We were interrogated. We met with some people, and the basic feeling and the basic thing they said to us is that no one will believe you, first off. So go on with your lives. Go about your lives. Live the most normal life you can, and forget it. If you make it hot under the collar for us, Uncle Sam supplies ample bullets, and bullets are cheap. And they didn't actually say they would kill us, but they actually put their point across that they would use force if necessary. Ainsi, le livre sur une rencontre britannique du 3e type demeure bel et bien fermé. Désert du Nevada, cœur de l'ufologie et berceau des théories de complot. Le lac Groom, à environ 130 km au nord-ouest de Las Vegas. De nombreux théoriciens pensent non seulement que le gouvernement connaît l'existence des aliens, mais également qu'ils travaillent à leur côté dans ce complexe militaire. Plus connue sous le nom de Zone 51, cette base recouvre plus de 6000 km². Elle est patrouillée par des gardes armés qui disposent du droit de tuer. L'accès au public est strictement interdit.
La zone 51 a été créée en 1955. C'était un partenariat entre la CIA et le célèbre Martin Lockheed, créateur de l'avion espion U-2. La CIA voulait le tester à l'abri des regards indiscrets et développer des avions expérimentaux, les SR-71. La zone 51 était donc idéale puisqu'elle se trouve au milieu du désert. Donald Emory passe le plus clair de son temps à surveiller ce qui se passe autour de cette base. Cependant, il admet qu'il est très difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ils ont mis 40 ans pour admettre qu'ils avaient bien un site à cet endroit. En 1995, ils ont déclaré l'existence d'une installation d'exploitation près du lac Groom, mais c'est la seule chose qu'ils éditent. Bien que la zone 51 ne soit nommée sur aucune carte, elle apparaît clairement sur cette photo satellite russe. À cause de ce secret, les gens s'imaginent un tas de choses. Ils pensent que le gouvernement signe des échanges commerciaux ou technologiques avec les aliens qui sont arrivés sur le territoire américain en soucoupe. En 1996, un homme qui prétend avoir travaillé dans la zone 51 fait une déclaration à la BBC. Mieux encore, il affirme être entré dans un engin alien. The emotions, the feeling that I felt inside when I first entered the craft are quite different from what you'd expect. It's a very ominous feeling. A feeling as if you shouldn't be there. I know that sounds kind of corny, but that is truly how I felt. Le physicien Bob Lazar a déclaré à la BBC qu'il avait rejoint une équipe ultra secrète dont le but était de dupliquer les engins extraterrestres entreposés dans la zone 51. The propulsion system is quite exotic. It's a gravity propulsion system. There's no propeller, there's no jet exhaust, there's no obvious mode of propulsion. The first time I saw the disc fly, it lifted virtually silently off the ground. We're looking at something about 52 feet in diameter, just hovering silently in the air. It drifted over to the left, to the right, and then set back down. Pretty uneventful test, but it was quite impressive. Lazar n'a pas seulement dit avoir travaillé dans la zone 51. Il a également dit qu'il avait été transféré dans un site souterrain appelé S4. Ce site ultra secret serait situé sous la montagne. Les engins aliens y seraient entreposés, ainsi que peut-être des corps extraterrestres. Je ne souhaite pas discréditer tout cela car je n'ai aucune preuve. Mais en me basant sur mes recherches, ce site correspond plus à une base aérienne qui permet de tester les armes à énergie qu'à un entrepôt d'extraterrestres. Ils vont certainement faire des rapports pour démentir tout cela afin que les gens changent de point de vue. Il y a clairement une conspiration puisque s'il ne s'agit que d'une base aérienne, ils doivent la garder secrète afin que nos ennemis éventuels ne connaissent pas son existence. Il n'est pas étonnant que des théories de complot sur les ovnis existent. Les ingrédients sont tous réunis. Secret au plus haut niveau, tests d'armes très avancés, énergie propulsée dans le ciel. Mais lorsque l'on parle d'activités extraterrestres dans ce paysage innocent, les explications rationnelles ne sont pas si faciles à trouver. Vidéo d'Oliver Castle, Wiltshire, 1989. Ce film controversé montre des objets étranges tournant à toute vitesse au-dessus d'un champ de blé. Et en dessous apparaissent des ensembles de cercles très complexes. Le physicien retraité Colin Andrews passe désormais son temps à enquêter sur ces cercles dans les cultures. Il est persuadé que ces formations ne sont pas le résultat d'une force de la nature.
Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. D'un point de vue cellulaire, en pliant ces plantes de cette manière, elles devraient se casser. Mais ce n'est pas le cas. En 1983, Colin Andrews a marché dans ces formes étranges pour la première fois. Je conduisais en compagnie des officiers Andover et Petersfield, et sur ma gauche, j'ai aperçu ces cercles parfaits dans un champ de blé. Il a très vite découvert qu'il y en avait beaucoup d'autres. Cette nuit-là, j'ai commencé à enquêter en demandant au propriétaire du champ s'il avait des informations. Je suis également allé me renseigner chez les fermiers de la région, à la police et au ministère de la Défense. J'ai donc commencé à comprendre que ce champ n'était pas le seul, qu'il y en avait beaucoup d'autres, et que nous étions face à un grand mystère. Les dénicheurs de cercles du monde entier se rassemblent à Wiltshire chaque été dans l'espoir de percer ce mystère. On a remarqué qu'à travers le monde, ces cercles dans les champs de culture apparaissaient près des sites archéologiques, comme les cercles de pierre, les grands tumulus ou les pyramides. On pense que ces sites ont été construits sur des points d'énergie et les cercles de culture semblent avoir besoin de cette énergie. C'est un lien possible. J'ai vraiment le sentiment qu'il existe une autre forme d'intelligence. Je suis obligé d'utiliser ce terme. Alors, est-ce là l'empreinte d'une vie extraterrestre? Ces cercles ont une signification. C'est comme un message codé. Et le cercle est un symbole universel qui signifie tout. Des formes de vie intelligentes ont-elles parcouru des millions de kilomètres simplement pour piétiner du blé? Évidemment, il existe une autre explication. En général, on travaille en pleine nuit et on fait très attention en entrant dans le champ. On suit les traces faites par le tracteur. On ne marche pas sur les épis et on ne laisse pas d'empreintes de pied. À l'aide d'une corde et d'une planche de bois, les farceurs entament leur travail saisonnier. On travaille nos diagrammes avec une grande précision. On les prépare à l'avance sur papier afin de définir l'ordre de construction. Tout cela pour être sûr que tout le monde se trouve au bon endroit au bon moment. On travaille vraiment en symbiose. À notre façon, on répond aux besoins des gens. Il y en a qui viennent juste en tant que touristes, histoire de voir ça de leurs propres yeux, et il y en a qui y croient vraiment. C'est un besoin intense pour eux. Ces personnes croient à ce complot et se demandent d'où viennent ces cercles. Dans les deux cas, notre but est uniquement de les faire rêver. Pendant l'été de l'an 2000, on a répertorié plus de 120 cercles rien que dans le sud de l'Angleterre. La plupart ont été réalisés par des farceurs. Je pense qu'environ 80% des formes apparues dans la campagne anglaise ont été réalisées par des êtres humains. Par contre, il n'y a aucun doute sur le fait que 10 à 15% restent énigmatiques. S'il existe bien une autre forme de vie comme veut nous le faire croire ce théoricien, ces aliens ne laissent pas seulement leurs empreintes sur notre blé, mais également sur nos animaux. En septembre 1967, une chose très étrange s'est produite dans le Colorado. Ce fut le début de l'un des mystères les plus sinistres de l'ufologie, un phénomène qui ne trouva aucune explication rationnelle. Dans un journal local, le fermier Beryl Lewis a décrit comment l'un de ses meilleurs chevaux, Snippy, a été retrouvé mort et mutilé. Son cou avait été dépecé avec une telle précision qu'on aurait dit une opération chirurgicale. Un autre phénomène était très étrange. Les empreintes de Snippy s'arrêtaient à 30 mètres de l'endroit où il avait été retrouvé. Mais ce ne fut pas un cas isolé.
Depuis les années 60 et surtout aux États-Unis, les fermiers et habitants de la campagne retrouvent régulièrement des animaux morts, dont certaines parties du corps, comme les oreilles, le rectum ou le vagin, ont été enlevées avec précision. Un vrai travail de chirurgien. En l'espace de 47 ans, le nombre s'élève à des milliers de bêtes, rien qu'en Amérique du Nord, le Canada compris. Intriguée par ce mystère, la journaliste Linda Moulton Howe enquête sur ces mystérieuses morts d'animaux depuis plus de 20 ans. J'ai interrogé plusieurs propriétaires de ranch victimes de mutilations sur leur bétail. Ils connaissent les conséquences des prédateurs et des maladies sur les bêtes. Certains ont même connu des sectes sataniques qui poignardaient leurs animaux. Mais ces mutilations n'ont rien à voir avec ça. Elles sont réalisées avec une telle précision que les gens se posent beaucoup de questions. Dans l'Utah, 14 bêtes du troupeau du fermier Eli Warnick ont été mutilées en l'espace de 5 ans. Il est persuadé que l'explication est paranormale. It's just a completely different deal, and people that think it's predators is not, they're just not living in the real world. They haven't seen enough to know what they're talking about. I think these cattle are immobilized, they're picked up, removed from our property. This operation is done somewhere else, and I think these cattle are brought back and left on site. Dans de nombreux cas, les fermiers affirment avoir vu des faisceaux de lumière mystérieux au niveau des lieux de mutilation. Pour ce témoin oculaire du Texas, c'est la preuve que les extraterrestres existent. I saw this big black cow laying down with its mouth, and I said, "My God, they got a cow. But what are they doing to it?" Pendant le premier mois de mes recherches, j'ai discuté avec des shérifs, des fermiers et des collègues journalistes. Ils m'ont tous dit la même chose. Je ne parlerai pas devant la caméra, mais voici ce que je sais. D'après leurs connaissances, ils m'ont confirmé que le gouvernement américain connaît l'existence d'entités biologiques extraterrestres depuis le milieu des années 50. Ils affirment que cette intelligence non humaine est en contact avec notre planète. Ces entités extraterrestres seraient les responsables de ces morts peu communes. Ainsi, un scénario commun à tous les complots surgit. Les gens affirment que le gouvernement américain cache la vérité à la population sur ce qui se passe dans nos prairies. Je pense que la théorie du complot atteint son plus haut niveau. Le manque de preuves laisse à penser aux gens que les autorités savent ce qu'il se passe, mais qu'elles ne veulent rien dire. C'est exactement le sentiment qu'ont les personnes ayant vécu des expériences avec des extraterrestres. Il y a des milliers de personnes à travers le monde qui vivent des expériences avec cette autre forme de vie. Nous avons également l'impression que de nombreuses personnes pensent que les gouvernements veulent étouffer ce phénomène d'OVNI. Ils en savent beaucoup plus qu'ils ne le disent. Ce sont des experts. La rencontre de Diane et Peter Shepherd avec des aliens ressemble à des centaines d'autres à travers le monde. Un soir de l'été 1975, ils roulaient sur une route nationale près de Northampton lorsqu'une boule de lumière rouge est apparue dans le ciel, droit devant eux. Ils ont immédiatement garé la voiture sur le bas-côté. Diane prétend avoir été instantanément paralysée et se rappelle de peu de choses. Peter affirme que cette lumière a communiqué avec lui pendant plus de 40 minutes. Cette chose vivait, ce n'était pas un objet. C'était un être vivant. Cette boule de lumière a commencé par s'approcher de moi. Ensuite, elle m'a submergé. Cette chose connaissait tout de moi, tous mes secrets. Elle savait tout sur tout. Je respecte les personnes qui affirment avoir vu la preuve que les ovnis existent et je suis d'accord avec eux.
Le terme ovni, dans sa stricte définition, existe. Par contre, je ne pense pas que leur expérience soit une preuve que ces aliens de l'espace viennent sur Terre. Malheureusement, la réalité de ces enquêtes montre bien qu'une telle expérience dépend de tellement de paramètres. Ces personnes sont encouragées par d'autres éléments. Elles ont certainement vu quelque chose qui les faisait penser à une telle vision. Mais leurs souhaits ont dépassé leur véritable vision. Diane et Peter sont persuadés au plus profond d'eux-mêmes avoir rencontré des ovnis. De plus, ils ne démordent pas de l'idée que le gouvernement a enquêté sur eux. Nous sommes un couple normal. Nous ne sommes pas paranoïaques. Un homme des services secrets nous a contactés. Évidemment, nous ne lui avons rien dit. Rien du tout. Ils savent déjà. On a gardé tout ça secret. Le gouvernement sait déjà. Lorsque nous avons posé la question au ministère de la Défense, ils ont répondu qu'aucun de leurs agents n'avait interrogé le couple, ni même ne les avait contactés. Les complots se sont-ils développés à cause de tels avis radicalement opposés? Concernant la soi-disant dissimulation faite par le gouvernement à propos des ovnis, je peux formellement dire qu'il n'y a aucun complot. Cela fait 15 ans que je travaille au ministère de la Défense, dont 3 années passées au bureau des ovnis, où je m'occupais de cela quotidiennement. Le gouvernement ne dissimule rien à la population. Il n'y a aucun complot. En l'absence de preuves concrètes de rencontres d'ovnis ou de dissimulation gouvernementale, quelle est la vérité sur le complot des ovnis? Nous vivons à une époque post-industrielle, post-religieuse et post-nucléaire. Je pense que les gens ont besoin de croire en quelque chose de nouveau. Ils ont trouvé cette sorte d'intervention divine à laquelle ils croient. Cela les change de ce qui se passe sur Terre. Le sujet d'une vie extraterrestre redonne de l'espoir aux gens. Ils pensent ainsi qu'il existe autre chose que la Terre, quelque chose de plus grand. Il est nécessaire d'ajouter que, depuis plus de 40 ans, les scientifiques émettent des signaux dans la galaxie dans l'espoir d'obtenir une réponse intelligente. Mais jusqu'à présent, personne n'a décroché le téléphone. C'est une île perdue au milieu de l'Atlantique. Une île qui ressemble à un décor de cinéma. Une île dont l'histoire relève de la science-fiction, car ici, au détour d'un pic, vous pouvez faire des rencontres du troisième type. Bienvenue dans un voyage hors du temps. Tous les 2 mois, le porte-hélicoptère Almirante Saboya prend la mer pour rallier cette île mystérieuse. Près de 300 militaires et une dizaine de scientifiques partent à l'aventure dans un territoire sauvage, loin de tout. Le commandant de ce navire, c'est lui, Oscar Moreira. C'est la 3e fois qu'il se rend là-bas. On est parti de Rio de Janeiro, dans la région sud-est du Brésil. Et là, vous voyez, on est ici. Et on va jusque là-bas, à Trindade. Sur toute la population du Brésil, combien de personnes ont entendu parler de Trindade? À mon avis, pas plus d'une poignée sur 190 millions d'habitants. C'est un endroit complètement vierge, à près de 1200 km de nos côtes. À chaque fois que j'y vais, je me sens comme un pionnier, un explorateur qui découvre une nouvelle île. Com voo, controle, aqui manobra, dados para lançamento de aeronave em esquilo.
Et puis un beau matin, il y a de l'agitation en passerelle. L'île est apparue pendant la nuit. À Trindade, il n'y a aucun port. Le dernier voyage se fait par les airs. Les scientifiques embarquent, destination ailleurs. Cette île est devenue un sanctuaire écologique. Une quinzaine de militaires sont chargés de monter la garde en permanence sur ce bout de rocher. L'arrivée de l'Almirante Saboya rime avec ravitaillement. Toutes les provisions sont amenées du continent. Le responsable du déchargement, c'est lui, Justino, un fusilier marin. C'est la 11e fois qu'il vient sur cette île. Ici, nous avons besoin de viande, d'œufs, de riz, de haricots, de farine, d'huile, tous ces condiments que nous ne pouvons pas trouver ici. Les militaires et les scientifiques doivent vivre pendant des mois en autarcie, seuls au milieu de l'océan. Trindade, c'est une île très stratégique pour le Brésil. C'est comme un poste avancé. En cas de conflit, elle peut nous servir de base. Vous savez, si on ne l'occupe pas, quelqu'un d'autre viendra l'occuper à notre place. Découverte en 1501, cette île a aiguisé les appétits des différentes puissances coloniales, notamment le Portugal. Après avoir été une base pour les sous-marins des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île est devenue un laboratoire à ciel ouvert. Les scientifiques déjà présents sur l'île font découvrir aux petits nouveaux leur nouvel univers. Un univers où prolifèrent des centaines d'espèces d'oiseaux et de plantes endémiques. Trindade, c'est la planète Mars au milieu du Grand Bleu. Kawe Sekiguchi vient de passer 4 mois sur cette île. Cet océanographe connaît toutes les histoires de Trindade. Dans cette grotte, une quinzaine de personnes ont trouvé la mort pour tenter de retrouver un trésor. Sur cette île, il y a la légende du trésor perdu. Un corsaire espagnol a été surpris par des pirates et l'a caché précipitamment dans ces montagnes. Un des fils de ces pirates a essayé de retrouver ce trésor. On dit qu'il est enterré sous la colline rouge là-bas. Depuis des siècles, il y a eu beaucoup d'expéditions pour tenter de le retrouver. Mais personne n'y est arrivé. Les âmes des aventuriers peuplent ce dédale de sable et de rocailles. Les épaves jonchent les plages et hantent les esprits. Au retour, nous tombons sur des traces numérotées et des trous étranges dans le sable. Mais que se passe-t-il à Trindade? Des histoires rocambolesques. La plus incroyable remonte à 50 ans. Impossible de ne pas y penser quand on pose un pied ici. En 1958, lors d'une expédition similaire, les militaires à bord de ce 4-mâts vont être les témoins d'une apparition incroyable. Ils ont invité à bord Almiro Barahona, un photographe. Le bateau est au mouillage devant l'île, quand tout d'un coup, le 16 janvier 1958 à 12h15, c'est la panique sur le pont. Des cris retentissent, le photographe court armé de son appareil, il raconte. Les gens disaient, c'est une soucoupe qui passe au-dessus de l'île. Je leur répondais, mais de quoi parlez-vous? Mais là, regarde, si, vers l'horizon, il y a une soucoupe volante.
Et effectivement, j'ai vu un objet volant avec des lumières qui clignotaient et qui se rapprochait. L'OVNI apparaît pendant une quinzaine de secondes. Une cinquantaine de militaires sont sur le pont. Le photographe a le temps de prendre 6 photos. J'ai fait un cliché, et puis un autre, et après la soucoupe a fait demi-tour. Et puis elle s'est immobilisée, on aurait dit, comme une montgolfière éteinte. Elle oscillait de gauche à droite. Et j'ai repris un autre cliché. Après, la soucoupe est repartie très rapidement, en laissant une trace blanche dans le ciel. Les officiers m'ont dit tout de suite, si vous diffusez ces photos, vous allez causer la panique auprès de la population. Qu'importe, Barahona, fébrile, veut savoir si l'OVNI est bien sur sa pellicule. Un commandant l'accompagne à l'infirmerie transformée pour l'occasion en chambre noire. Sous l'œil de l'officier, le photographe tire les négatifs. 10 minutes plus tard, le verdict tombe. L'OVNI apparaît sur 4 photos. Plusieurs laboratoires photographiques reconnaissent la véracité des clichés. Le retentissement est énorme. La presse s'arrache les photos, au Brésil bien sûr, mais aussi dans le monde entier. Même le président brésilien de l'époque, Juscelino Kubitschek, valide les photos. C'est un scoop mondial. Barahona empoche 100 000 € et la petite île de Trindade devient célèbre dans le monde entier. Mieux encore, ce qui accrédite la thèse du photographe, c'est qu'apparemment ce n'est pas la première fois que des ovnis apparaissent dans le ciel de Trindade. Sur le bateau au retour, j'ai surpris un officier discutant avec son commandant et lui disait « Commandant, une nouvelle soucoupe est apparue. C'est bien la preuve qu'il y en avait eu d'autres auparavant. » Vrai ou faux? En tout cas, depuis 1958 sur Trindade, des gradés aperçoivent régulièrement des objets volants non identifiés. Sur l'île, il y a une petite station de météorologie. En 1997, ces militaires chargés d'envoyer des ballons-sondes ont fait une drôle de découverte. Un ovni est apparu. J'ai couru pour aller chercher mon appareil photo, mais il a continué de descendre et disparu derrière le pic. Non, j'ai pas eu peur, non, mais le problème en fait, c'est que personne va me croire, c'est sûr ça. Justino, le fusilier marin, lui ne croit pas beaucoup aux extraterrestres. Après 11 voyages sur l'île, il n'a toujours pas vu l'ombre d'une soucoupe. Si Trindade est le paradis des ovnis, c'est aussi le sien. C'est Justino qui a tracé tous les chemins sur l'île. Ici, c'est un peu chez lui. Ici, vous avez une paix infinie, une tranquillité incroyable. Vous avez le temps de vous retrouver. Vous êtes en dehors du tumulte du monde. En quelques minutes ou en quelques jours à peine, quand vous posez un pied sur cette île, vous vous coupez avec le monde réel. C'est peut-être ça le problème à Trindade. Couper avec le réel et rentrer dans la féerie de la nuit à l'heure où des êtres bizarres envahissent les plages. Des crabes gloutons et des bébés tortues pressés de rejoindre la mer. Thaïs Rocha est biologiste et travaille pour Tamar, une association de sauvegarde des tortues. Les éclosions se font toujours de nuit, car il fait toujours beaucoup moins chaud. Le jour, le sable est brûlant et beaucoup de ces bébés meurent déshydratés. Et adulte, elle pèse combien? 250 kilos. Et maintenant? À peine 10 grammes. Seule une tortue sur 1000 atteindra l'âge adulte. Et voilà ce que donne une petite tortue verte quand elle avoisine les 20 ans. La responsable des trous étranges sur la plage, c'est elle.
1,13 m de longueur et 1,5 m de largeur. Sa taille est vraiment surprenante. Je n'ai jamais vu un animal de cette taille. C'est la première fois que j'en vois une comme ça. Ces tortues géantes sont nées ici et reviennent pondre une fois par an, toujours sur la même plage. Ce sont les seuls êtres étranges que nous avons croisés cette nuit-là. Jusqu'ici, aucune trace d'ovni. Retour en 1958. Les premiers à émettre des doutes sur la présence d'extraterrestres à Trindade, ce sont les Américains. L'attaché naval de l'US Navy basé à Rio n'y croit pas. Dans son rapport, il écrit noir sur blanc qu'il est impossible que des ovnis soient venus sur une île aussi aride. Son argument a de quoi faire sourire. Chacun sait que les Martiens sont des créatures éprises de confort. De l'ironie, même pas. Ce sont les Américains qui le disent officiellement. La marine brésilienne, elle, a toujours cru à ces apparitions. À bord de l'Almirante Saboia, le commandant Oscar Moreira a lui aussi son point de vue sur l'affaire. Je pense que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Alors pourquoi n'y aurait-il pas des apparitions comme celle-ci de temps à autre dans cette île isolée où il y a peu de gens? S'ils ont à choisir, les extraterrestres préfèrent sans doute venir s'installer dans un lieu tranquille plutôt que d'aller à New York ou à Paris. Direction alors Sao Paulo, pour rencontrer un ufologue qui a travaillé pendant 15 ans sur le cas de Trindade. Aujourd'hui encore, Kentaro Mori essaie de comprendre ce qui s'est passé là-bas. L'année dernière, des documents sur Trindade ont été déclassifiés, comme ce rapport des services secrets américains. Mais leur conclusion est sans appel. Pour eux, il s'agit d'un hoax, traduction littérale, un canular. Regardez ici, l'île est toujours la même, mais le ciel est complètement différent. La seule explication plausible, c'est que c'est un photomontage. Il est juste impossible que le ciel change entre la première image qui montre des cumulus et la quatrième photo qui montre des cirrus. Ça ne colle pas, car entre les deux photos, il s'est passé à peine 14 secondes. Et c'est impossible que le ciel change comme ça en aussi peu de temps. Seul problème, Kentaro travaille sur des copies d'originaux, pas vraiment ce qu'il y a de plus fiable. Alors qui dit vrai dans cette histoire? Pour le savoir, nous avons rencontré l'un des seuls témoins encore en vie de l'expédition de 1958. Fernando de Almeida était géologue, c'est lui qui a dessiné les toutes premières cartes de Trindade. Il se souvient très bien de ce qui s'est passé. Il y a des gens sur le navire qui apparemment ont vu quelque chose. Mais nous, on était sur l'île, on n'a rien vu du tout. Alors on a commencé à faire des suppositions. Ils ont peut-être vu des ballons sondes, ou même un oiseau. Ce que c'était vraiment, je n'en sais rien. Mais il y a une théorie comme quoi c'était un bimoteur dans les nuages. Une autre hypothèse, c'est qu'il a fait un photomontage avec des photos de soucoupes volantes prises dans des livres. En fait, je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il a fait. Barahona n'en serait pas à sa première escroquerie. Quelques années auparavant, le photographe s'est déjà fait épingler pour un faux reportage sur un trésor enfoui dans le sud-est du Brésil. Mieux, il est l'auteur de cet article sur comment faire un ovni chez soi. De quoi alimenter les doutes sur le personnage. Pour avoir le fin mot de l'histoire, nous avons demandé à l'un des plus grands photographes du Brésil d'étudier les clichés de Barahona. Dans son laboratoire ultramoderne, Miguel Chavez a placé les photos une à une au scanner en les fonçant au maximum, histoire de faire ressortir tous les contrastes. Et la surprise... Lorsque l'on analyse les photos à l'ordinateur, on perçoit la silhouette d'un cache. En fait, il a pris une photo de son trucage final et en a fait un nouveau négatif. Parce que c'était ça le plus important, c'était avoir un vrai négatif d'une fausse photo. L'escroquerie, très rentable, a tout de même duré 50 ans.
Mais c'était sans compter une amie du photographe. En août 2010, 10 ans après sa mort, les langues commencent à se délier. En fait, il a pris 2 cuillères, il les a collées l'une contre l'autre pour improviser une soucoupe. Ensuite, il a utilisé son frigo pour faire le fond. Il a photographié sur la porte du frigo cet objet avec beaucoup de lumière et il a tout calculé pour que ça marche parce qu'il était loin d'être bête. Et il en a beaucoup rigolé. Évidemment, pour les ufologues qui y croyaient, c'est beaucoup moins drôle. Marco Petit est un spécialiste de l'ufologie militaire. Depuis le début, il croit dur comme fer à l'apparition d'OVNI à Trindade. Et ce n'est pas quelques témoignages qui vont le faire changer d'avis. Vous savez, demain, il y aura encore une personne qui va venir et qui va dire que c'est un trucage. Et il inventera encore de nouveaux arguments. En fait, tout le monde va avoir son heure de gloire sur un cas qui a eu une répercussion internationale. Et pour lui, s'il y a une telle omerta sur le cas de Trindade, c'est que l'enjeu est d'ordre politique. À partir du moment où vous admettez que ce phénomène est réel, ça provoque une modification énorme et totale de l'organisation sur notre planète Terre. Reste une question sans réponse. Une 50aine de personnes ont vu quelque chose le 16 janvier 1958. Mais quoi? Le mystère reste entier. Nous avons tenté de chercher en vain d'autres témoins. Beaucoup sont morts et la marine ne donne plus aucune précision sur le sujet. Juste avant leur départ, nous avons donné les photos des soucoupes aux scientifiques. Et la surprise, Thaïs Rocha, la spécialiste des tortues, a une révélation à nous faire. Quand j'étais à la plage une nuit, un objet lumineux est apparu dans le ciel. Et je ne sais pas vraiment ce que c'était. Il y avait une lumière plus forte à côté du pic. Et nous avons regardé cette lumière qui brillait, comme une étoile. Elle était forte, après elle diminuait. Elle était forte, elle diminuait de nouveau. Et ça faisait des petits mouvements pas très brusques. Un témoignage qui concorde parfaitement avec celui du photographe 50 ans auparavant. Décidément, Trindade nous surprendra toujours. Après 4 mois sur l'île, Thaïs repart. Justino, lui, reste. Pour les autres, retour à la réalité. Comme un clin d'œil pour finir l'histoire, pour notre départ, le seul nuage au-dessus de l'île ressemble étrangement à une soucoupe volante. Nous laissons dans notre sillage un paradis peuplé de créatures étranges, un monde à part, mystérieux jusqu'au bout.